Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille pour la Poste. Et chaque hiver, je suis en charge des réponses du Père Noël pour les lettres qui lui sont adressées. C'est un travail bien magique, mais parfois déstabilisant. Comme par exemple des enfants qui demandent le retour d'un parent décédé. Mais ce que j'ai reçu il y a maintenant quelque temps ne cesse de me perturber. J'en suis au point où, chaque année, je redoute de recevoir à nouveau une telle lettre. Je me dois de vous la partager en espérant que vous évitiez de laisser entrer n'importe qui chez vous le soir de Noël. Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si j'ai pas très bien compris pourquoi au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais, s'il te plaît, même si tu as dit que tu t'énerverais sans te le demander, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent. Et Suzy sent mauvais. En plus, elle fait que pleurer. Et moi aussi, ça me fait pleurer. PS, je te rendrai les jouets. Tiens, je te rends même notre photo à tous les trois. Vous avez déjà entendu parler d'Atmosphere Nightmare? Comme beaucoup d'autres jeux de société produits durant les années 90, celui-ci était accompagné d'une cassette VHS qui rythmait et dirigeait la partie. Le personnage sur la vidéo donnait des instructions aux joueurs et ceci les réalisait en temps réel. Étant une véritable poule mouillée, j'ai refusé d'y jouer quand ma mère nous l'a acheté. Mon grand frère était déçu de ne pas pouvoir jouer à Nightmare. Mais ma mère pensait avoir trouvé la solution en se procurant Rap Rat. C'était un jeu pas très connu, de toute évidence à bas budget destiné aux enfants de mon âge. Il fallait faire le tour du plateau, récupérer les fromages et le premier joueur arrivé au bout du parcours gagnait la partie. Les règles semblaient assez simples et puis ça me rappelait un peu Attrape-souris. Il n'y avait aucune raison de ne pas vouloir y jouer. Le début de la cassette nous expliquait simplement les règles de base et le fonctionnement du jeu. C'est alors que Rap Rat est apparu à l'écran. Il n'était pas vraiment ce qu'on attendait, moi et les autres. Mon petit frère, qui n'avait que 3 ans à l'époque, s'est vite mis à pleurer, et a immédiatement quitté la pièce. Le rat en question ressemblait à peine à un rat. Ses oreilles étaient bien trop grandes. Il avait une bouche ridée, garnie seulement de 2 dents, qui semblaient comme bouffies à l'intérieur. Mais le plus frappant, c'était ses yeux. Grands, vitreux, comme ceux d'un poisson. Un peu dérangé, j'ai demandé à ma mère d'éteindre la télé. C'est à ce moment-là que Rap Rat s'est mis à crier d'une voix très grave et très différente du ton nasillard insupportable qu'il avait fait entendre jusque-là. « Attends ton tour !» Derrière, on pouvait entendre la voix du narrateur, répétant inlassablement « Son nom est Rap Rat, et Rap Rat est le boss », sur un ton qui nous a paru soudain beaucoup trop sérieux. La vidéo était indescriptible. Les images se succédaient à l'écran à toute vitesse, entrecoupées de plans rapprochés sur les yeux inexpressifs de Rap Rat. Chacun de ces éléments me rappelait tout ce qui m'effrayait le plus à l'époque. Un type qui vous observe d'un balcon, un frelon prêt à vous piquer dans l'œil, un gros plan sur une tarentule, une fosse pleine de crotales, une seringue remplie d'un fluide vert. J'avais les mêmes frissons que devant ces peurs de gosse. On a tout de suite éteint le magnétoscope, et j'ai quitté la chambre en criant, claquant la porte. Il avait fallu 20 minutes à ma mère pour me convaincre que la vidéo était partie, et que je ne la reverrai plus jamais. Je n'ai fait le cauchemar pendant toute la semaine. Ce n'était pas la dernière fois que j'ai vu Rap Rat. Alors que je me préparais à emménager avec ma copine, je débarrassais le placard de ma vieille chambre d'enfant, et c'est là que j'ai retrouvé la boîte, avec le vieux plateau de jeu et la vieille VHS à peine défraîchie par les années. Mais à part l'épaisse couche de poussière et de toile d'araignée qui la recouvrait, elle était comme neuve. J'étais un peu surpris que ma mère ne s'en soit pas débarrassée depuis le temps, et puis, qu'est-ce que ça faisait dans ma chambre? C'est là que ma copine est entrée dans la pièce et m'a trouvé en train de regarder cette boîte avec un peu trop d'insistance. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai simplement répondu Rap Rat. J'avais du mal à cacher mon trouble. Elle a lâché un petit rire, me demandant si c'était une blague. Je lui ai dit que non, avant de décider que le meilleur moyen de la convaincre était de regarder la cassette ensemble. On est allé chez mon voisin emprunter son vieux magnétoscope et on a lancé la cassette. Cependant, les images avaient changé. Il y avait un clown dont le nez rouge gonflé finissait par éclater en répandant du sang sur l'écran. Une femme assise seule dans une pièce sombre. Un homme forcé à saisir à main nue une barre de fer chauffée à blanc jusqu'à complètement brûler sa paume. Le grattement que j'avais entendu étant gosse a repris, de plus en plus fort. C'est que Rap Rat est apparu à nouveau à l'écran, convulsant dans son cadre rond, ses bras s'agitant dans tous les sens. Ce n'était plus une marionnette. On aurait dit la vraie fourrure. Son visage n'était pas fait de plastique, mais de touffes de poils hérissés et de dents pointues. Ses dents se sont révulsées, ainsi que ses yeux, avant de revenir soudainement. Ses yeux vitreux que je connaissais bien étaient à présent posés sur moi, réagissant à chacun de mes mouvements, chacune de mes expressions. Il s'est mis à sourire d'un air mesquin, agitant devant ma copine et moi sa main tendue, inhumaine.
Je pouvais entendre gratter à ma porte. La cassette s'arrêtait là. L'écran ne diffusait plus que de la neige. À la porte, les grattements s'intensifiaient. Ce n'étaient plus des grattements, mais des coups de petits pieds sur le bras et sur le bois. Ma copine m'a sauté dans les bras. J'étais moi-même tétanisé, avant qu'il se passe quoi que ce soit. J'ai arrêté le magnétoscope et j'ai retiré la cassette. Les grattements ont soudainement cessé. J'ai essayé de voir sur le porche, depuis la fenêtre du salon. Il n'y avait personne. La police est arrivée peu après, me disant qu'un des voisins venait d'appeler, inquiet après avoir vu une silhouette rôder autour de la maison. Ma copine et moi n'avons pu donner aucune explication à ce qui venait de se passer, et nous avons été forcés de dire que ce n'était que nous, qu'il n'y avait aucun problème. J'étais furieux qu'un simple jeu pour gamin puisse me terrifier. Je me suis rapproché du magnétoscope pour retirer la cassette, mais au moment où je l'ai saisie, j'ai ressenti une douleur cuisante. Elle était brûlante, comme si je venais de passer ma main dans la flamme d'un bec benzène réglé à fond. On aurait dû y aller avec des maniques pour sortir la VHS. Et même avec ça, on ne pouvait pas la tenir plus de quelques secondes sans risquer de se brûler. Et je l'ai amené dehors, j'étais sur le trottoir, puis je l'ai écrasé à coups de botte. Les nuits suivantes, ma copine et moi avons eu sans arrêt des cauchemars. Toutes les nuits, on se levait à pas d'heure, et on décrivait des rêves étrangement similaires. On entendait souvent ce grattement quand toutes les lumières étaient éteintes et que la chambre était plongée dans le noir. Ce n'était que la lumière de la lune qui passait par la fenêtre. Maintenant, cependant, on entendait chaque fois qu'on s'approchait de la porte d'entrée, et à chaque fois qu'on prononçait le nom de Rap Rat. C'était comme si une petite chose traînait quelque chose de l'autre côté de la porte, attendant, faisant les 100 pas. J'attendais simplement dans mon lit, couverture tirée jusqu'au menton, jusqu'à succomber à la fatigue. Au bout d'un moment, j'étais déterminé à poursuivre la compagnie en justice. La première chose que j'ai faite était de demander à ma mère où elle s'était procuré le jeu. Elle ne s'en souvenait plus. J'ai fini par trouver un vendeur qui possédait plusieurs versions de Rap Rat, et je lui ai demandé s'il savait comment contacter l'entreprise qui avait produit le jeu. Il m'a envoyé le mail en réponse. Je sais pas plus que ça sur le jeu lui-même, mais je crois que ça a été créé par les mêmes personnes qu'Atmosphere. La boîte s'appelle A Couple of Cowboys. Essayez de leur parler. J'ai fait quelques recherches et découvert que la compagnie a mis les clés sous la porte en 94, 2 ans seulement après la sortie de Rap Rat. J'ai découvert la raison de la fermeture peu de temps après. En 1992, pendant le développement du jeu, A Couple of Cowboys a commandé une compagnie haïtienne de créer la marionnette de Rap Rat. La compagnie possédait une usine où les femmes et les enfants travaillaient pour un salaire de misère. C'est là qu'ont été produits les différents composants de la marionnette. Un jour, une jeune fille qui travaillait sur la manufacture a eu son bras droit pris dans l'une des machines. Le système de changement, incapable de supporter le poids de la machine, s'est alors brusquement détendu et a frappé la nuque de l'enfant, la tuant instantanément. Quelques jours après les funérailles, la mère de l'enfant est venue à l'usine demandant à son propriétaire. Ce dernier niait toute responsabilité. Dans un instant de rage, la mère aurait déclaré que le sang des innocents s'assignerait dans chacune des fibres de la marionnette, et que toute personne qui la toucherait serait promise à la mort. Elle clamait avoir invoqué un démon de terreur, et criait aussi fort qu'elle pouvait. « Apparat vous maudira !» Le propriétaire aurait ri à ses paroles avant de raconter l'histoire à ses supérieurs. Le blague s'est répandu de bouche à oreille, jusqu'à ce que le jeu soit nommé Rap Rat, un anagramme approximatif d'apparat. Chaque fois qu'un ce nom était prononcé, la malédiction grandissait en intensité. 2 ans seulement après la sortie du jeu, la compagnie a fermé ses portes et a été absorbée par Mattel. On raconte des histoires sur les employés qui demandaient des jours de congé, s'absentaient pendant des semaines et trouvaient la marionnette à des endroits inattendus. Puis, il y a eu les cas de suicide. Des suicides violents, macabres. D'employés se mutilant les mains et s'immolant par le feu, écrivant « Je suis la peur » avec leur sang avant de succomber. Personne ne sait ce qu'est devenue la marionnette après la disparition de ses créateurs. Certains disent que la dernière chose qu'on voit les victimes avant de devenir folles est une paire d'yeux immense et vide comme ceux d'un poisson. Quelques avertissements. Ne jamais dire apparat à voix haute. Prononcer le nom d'un démon d'une manière ostensible est pour lui une invitation. Un appel. Si vous l'avez déjà fait, comme moi, il est trop tard. 2. Ne cherchez pas à parler d'apparat, ni à le contacter d'aucune manière. 3. Évitez de se réveiller entre 3h30 et 4h du matin. C'est le moment où il préfère frapper. Au sujet de l'audio, la VHS est revenue. Je croyais m'en être débarrassé, mais elle est de retour. Je l'ai trouvée dans mon tiroir à chaussettes hier. Cette fois-ci, j'étais prêt. Beaucoup de gens m'ont demandé de leur fournir la cassette ou de mettre son contenu en ligne. Mes réponses pour tous, je n'accéderai pas à votre requête pour la simple raison que c'est trop dangereux. Si je l'avais fait, vous auriez très bien pu devenir fou, vous effrayer jusqu'à la mort. La vidéo, et le jeu, et Rap Rat lui-même possède un pouvoir étrange. Rap Rat me suit où que j'aille. Je vois de petites ombres du coin de l'œil, ou bien des sons qui surviennent du couloir lorsque je suis seul chez moi. Si Rap Rat est là, il vous le fera comprendre. Mais il ne le fera jamais voir, jusqu'au moment où il sera bien trop tard, bien sûr.
Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo normale, vendue avec le jeu normal. C'est là le problème. Rep Rat peut se montrer normal, et il vous fera croire qu'il n'est qu'une marionnette, avant de vous traquer jour et nuit. J'ai regardé le film une fois, avec ma petite amie, et je l'avais trouvé pas mal. La femme avait laissé un petit goût inachevé, mais je me suis maintenant habitué avec les films japonais. J'avais complètement oublié ma découverte de Totoro jusqu'à ce qu'un soir de la fin d'année de mon travail, le sujet revienne sur le tapis. Un des employés me raconta certaines rumeurs dérangeantes concernant ce film tout public plus vieux de 20 ans. Je vous explique. L'histoire est loin d'être un joli conte. Selon lui, apparemment en accord avec une légende urbaine, Totoro et ses amis féeriques sont loin d'être en réalité ce que vous pensez. Ils seraient, selon toute vraisemblance, des Shinigami. C'est-à-dire des dieux de la mort. La grande faucheuse, quoi. Plutôt mignon pour une faucheuse, non? L'histoire est manifestement inspirée de l'incident de Sayama. Il y a simplement trop de coïncidences entre le film et les faits pour que ce soit fortuit. L'incident s'est produit en mai 1963. Ce jour-là, à Sayama, dans la préfecture de Saitama, une jeune fille fut kidnappée pour une rançon, violée, puis tuée. Sa sœur aînée aurait apparemment trouvé le corps, mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle a répondu simplement « J'ai rencontré un gros tanuki, une sorte de raton laveur, et j'ai vu un monstre chat. » Ça vous rappelle quelque chose? Plus tard, la sœur aînée se suicida. La victime était la troisième fille de la fratrie. La mère était morte en 1953 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 1943, la plus grande des sœurs était décédée. Elle avait 3 ans. La fillette avait 2 frères. Le jour de l'incident, c'est l'un des 2 frères, âgé de 11 ans, qui reçut la lettre de rançon. Il y eut plusieurs suicides à la suite de ce meurtre. Sur les 6 frères et sœurs, 4 moururent. Qui plus est, l'autre signification de Tonari no Totoro, titre original du film, est près de Tokorozawa, ce qui signifie et qui nous conduit à Sayana. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille emménage est également à Saitama. Sur la boîte, il est écrit Thé de Sayama. On ne peut pas être plus explicite que ça. De plus, l'hôpital a, ou avait, un équivalent réel à Sayama, situé à un même endroit que dans le film. Le meurtre a eu lieu en mai. On remarque que la plus jeune des filles s'appelait Mei. Cela pourrait être une coïncidence, mais la plus âgée s'appelait Satsuki, qui est une autre manière de dire Mei. À l'entrée de la maison, on assiste à une rencontre avec les Suzewatari, ces petites boules noires que les fillettes trouvent dans la cuisine. Je t'avoue que si vous voyez les Suzewatari ou Totoro, la mort est proche. Mei est la seule des 2 filles à attraper un Suzewatari. Elle l'écrase même. Celui-ci disparaît, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Est-ce un signe que Mei est destinée à mourir? Je repense également aux 2 petits Totoro que Mei rencontre. En premier, et poursuit. Serait-ce une métaphore des ruses des pédophiles pour attirer les enfants, utiliser des bonbons, des jouets? Les Nekobus, le chat-bus, est un transport qui amène quelqu'un vers un autre monde. Paradis, enfer, que sais-je. Dans une des scènes où apparaît la destination, est affiché ainsi. Le premier symbole signifie tombe, le second route. Ainsi, dans l'histoire, l'idée suggérait que Mei est assassinée après qu'elle ait disparu. Satsuki, ressentant de la peine, décide alors de la rejoindre. Elle pénètre le royaume des Shinigami, dieu de la mort, Totoro. Notez la présence à nouveau des Suzewatari, et de la lumière monochromatique, elle demande à Totoro de l'amener jusqu'à sa sœur. Et, soudainement, elle peut voir Totoro. Elle monte dans le Nekobus. Le véhicule pour l'autre monde, elles vont ensemble voir leur mère. Mais ne la rencontrent pas vraiment. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle est assise à côté de Shijizu, des statues d'une divinité bouddhiste qui recherche les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il est possible que ces Shijizu ressemblent aussi des personnes mortes durant la période de l'incident des Sayama. L'une des phrases de la chanson des Nekobus est No Tao Kyaku Wayo Kina Obake. Ces invités qui montent sont de joyeux fantômes. Vous pourriez vous questionner sur le générique de fin qui montre Mei et Satsuki heureuses avec leur mère et leurs amis. L'explication la plus courante est qu'il s'agit de souvenirs et de moments vécus lorsqu'elles étaient en vie. Il faut noter que, bien entendu, le studio Ghibli ne nie ces connexions. Ce serait en effet terrible de voir la mascotte du studio ternir une image aussi horrible. Certains points ont d'ailleurs été officiellement éclaircis. Par exemple, à la remarque qu'après que Mei disparut, elle n'est plus d'ombre, renforçant l'idée qu'elle est morte, Miyazaki a répondu que c'était dû au coup impliqué dans les rajouts des ombres qui a empêché d'accomplir cette finition sur les dernières scènes. Note. J'ai trouvé ce post sur un forum japonais. Je pense qu'il est intéressant. J'ai décidé de le traduire et de vous en faire part. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mimi et j'ai 17 ans.
J'ai été témoin d'une expérience assez bizarre il y a quelques mois. J'ai fait pas mal de recherches sur internet histoire d'en savoir plus. Et puis je suis tombé sur ce forum. Je vous partage mon histoire dans l'espoir de trouver des explications et de voir si d'autres ont vécu des phénomènes similaires. Ça s'est produit au début des vacances de printemps. J'entrais chez moi quand j'ai trouvé ma sœur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé ce qu'était cette gamine, ma sœur m'a répondu qu'elle s'appelait Kay, et que nos parents la gardaient pour la nuit car cette dernière avait semble-t-il quelques soucis familiaux. Apparemment, elle était très collante, et ma sœur était soulagée de s'en débarrasser. Kay était très mignonne, et je ne voyais pas d'inconvénient à m'occuper d'elle. Nous avons passé l'après-midi à dessiner et à faire des jeux, mais j'ai vite compris que ma sœur voulait dire par collante. Vers la fin de l'après-midi, j'ai dû aller aux toilettes et la petite s'est mise à hurler, à pleurer très fort. Elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes ensuite allés nous promener, afin de lui changer les idées. Je me disais qu'elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle s'ennuyait de chez elle, tout bêtement. En rentrant à la maison pour le dîner, nous avons surpris ma sœur et mes parents en train de se disputer. Il y avait des traces noires de pas partout dans le couloir de l'entrée et mes parents accusaient ma sœur d'avoir sali la maison. Nous avons donc tout vérifié sous nos pieds, mais il n'était pas sale. Quand je me suis retourné vers Kay, j'ai vu qu'elle avait également des traces noires sur le visage. J'ai emmené à la salle de bain se débarbouiller et nous sommes allés dîner. Ma famille était toujours confuse de ce qui venait de se produire. Cette nuit-là, Kay dormait avec moi. Une fois au lit, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas lâché d'une semaine de la journée. C'est quelque chose d'effrayé. Elle m'a répondu les larmes aux yeux que c'était à cause de la dame toute noire, qui la suivait partout. Et que si elle me laissait partir, elle se retrouvait toute seule avec elle. Je l'ai rassurée comme j'ai pu en lui disant que c'était juste son imagination. J'ai bordé et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillé quelques heures plus tard et je me suis levé sans allumer la lumière pour aller boire un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour, j'ai vu dans la demi-obscurité une énorme ombre noire se dresser au-dessus du lit. Des traces de mains partout sur le lit et sur le visage de Kay. Cette dernière s'est réveillée sous mes cris. Je l'ai pris dans mes bras et nous sommes allés dormir dans le salon. Le lendemain, après le départ de Kay, mes parents ont amené un exorciste à la maison. Et ils m'ont avoué plus tard que si Kay était venue passer la nuit chez nous, c'est uniquement car sa famille était en pleine cérémonie funéraire chez elle et qu'elle n'était pas encore au courant du décès de sa mère. Sa mère se serait suicidée en s'immolant. Je préfère préciser que le texte n'est pas de moi. La note ci-dessus est nécessaire pour que le texte ne soit pas mal compris. Le travail d'une toute autre personne. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance dans ma vie. Un père alcoolique, une mère schizophrène, un grand frère tyrannique. Mon père me battait, ma mère riait pour n'importe quoi et se foutait de ma tronche à longueur de temps. J'avais là aussi la phobie de mes cheveux, toujours une paire de ciseaux à portée de main. Mon frère, lui, cherchait constamment à me faire peur dans le noir, dès que j'avais le dos tourné, et quand je dormais. Et puis, dès qu'il en avait l'occasion, il me cognait avec ses gros muscles mous. Avec ses poings, mon père caressait aussi doucement mon visage. Tel un punching ball. Avec ses pieds, il se servait délicatement de ma tête ou de mon arrière-train comme ballon de football. Ma mère me grattait souvent le crâne avec ses ongles pointus au vernis rouge. Un jour, j'ai dit à mon père qu'il buvait trop. J'ai failli mourir d'un coma éthylique, car ce salaud avait coincé un goulot dans ma gorge et avait déversé son litre de whisky quotidien. Un jour, j'ai eu le malheur de refuser que ma mère me coupe les 5 mm de cheveux qui avaient poussé sur ma tête pendant son internement psychiatrique. Elle me les a arrachés avec les dents. Un jour, j'ai refusé de jouer avec mon frère. Il m'a forcé à jouer aux osselets avec mes doigts. Et forcément, tout ça, ça laisse des traces, des séquelles. Enfin, au début, je croyais que non. Je croyais m'en être sorti car après mon diplôme, j'ai eu l'idée de monter une agence de voyage après les scouts. Je dois avouer qu'après un début difficile, les affaires ont décollé. Jusqu'à ce que je rencontre ma petite amie, Stéphanie. Corps sculptural, intelligence aiguisée, amour fusionnel. On ne faisait jamais rien sans l'autre. Elle adorait les voyages et pour les vacances, parfois, pour un seul week-end, on s'envoyait en l'air aux 4 coins du monde. Le seul truc qui me dérangeait chez elle, c'était sa foutue manie d'aller en boîte. Je n'aimais pas les boîtes. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai fini par la laisser y aller seule. Et s'est mise à rentrer à des heures impossibles. Sous en plus. Avec de drôles d'odeurs sous elle. Des odeurs de mal, en rut. Et à chaque fois que je lui faisais des remontrances, elle riait comme une petite sotte. Ça finit par m'énerver. Je crois qu'elle l'a pris pour toutes les saloperies que m'a fait endurer ma putain de famille. Après un énième sourire idiot,
Et j'ai regroupé toutes ces passions en un seul. Et j'ai envoyé dans une boîte à l'autre bout du monde. Il s'est passé quelques mois avant que je retombe amoureux. Entre-temps, je suis allé conseiller un psy. Et je me suis fait prescrire de puissants somnifères pour arrêter les cauchemars et les hallucinations. Je voyais ma mère, mon père, mon frère, partout. C'était horrible de revoir leur corps calciné. Heureusement que ce jour-là, je dormais à l'université et je n'ai pas été accusé. Je me demande encore qui a bien pu mettre le feu à leur baraque de merde. Je suis resté un peu moins longtemps avec ma nouvelle petite amie. 6 mois, je crois. Je l'ai aussi rencontré à mon agence de voyage. Comme dans toutes les histoires d'amour, au début ça se passait très bien. Mais elle s'est mise à devenir étrange. Elle s'inventait toutes sortes de manies, comme se laisser pousser les ongles des mains, des pieds et les vernis ronds rouges. Je n'aime pas du tout le rouge. Elle se maquillait trop aussi. On aurait une pute. Et puis, toutes les semaines, elle allait chez le coiffeur. Je déteste les coiffeurs. En plus, quand elle revenait de ses arracheurs de cheveux, elle riait comme une idiote. Oui, une véritable idiote. Ça finit par m'énerver. Pas vraiment m'énerver. Je l'ai bâillonnée et je l'ai mise dans une grande boîte. Dans une revue, j'ai vu qu'on pouvait mourir de rire en badigeonnant les pieds de quelqu'un et en les faisant se lécher par une chèvre. Je me voyais mal acheter une chèvre, mais il y avait des nuées de fourmis rouges dans ma cave. Je me rappelle plus combien de temps elle a hurlé. Peut-être de rire. Mais j'ai trouvé ça long. Trop long. Et j'avais peur que les voisins l'entendent même. Si la proche des maisons est à 200 ou 300 mètres de la mienne, je ne sais pas pourquoi, je l'ai étranglé en pensant à ma mère. Mais les fourmis l'avaient déjà bien bouffé au niveau du cou et de sa tête. Puis, je l'ai tellement frappé avec mes poings qu'à la fin, il n'y avait plus qu'une bouillie de cervelle et de cheveux mélangés à la terre battue de la cave. Pour me relaxer, j'ai joué aux osselets avec ses doigts. C'était drôle. J'ai pris beaucoup de plaisir. Un plaisir monstrueux. Je suis en train de choisir leur destination. J'ai fait plusieurs boîtes, car j'entendais encore le rire de ma mère à l'intérieur de ce corps sans tête. Et j'ai fini par le j'hésite toujours. Bornéo pour son dos, Cuba pour son cul, la Suisse pour ses cuisses. Ça devait être encore passé. J'ai beaucoup de relations dans les douanes et d'amis de l'Est qui vont m'acheter les organes. Pour faire disparaître les traces génétiques, je dois encore contacter mon ami d'enfance Didier, un pompier. Il est vraiment bon pour faire croire qu'un incendie est accidentel. J'ai hâte que tout soit fini. J'ai hâte de retourner à l'urgence. En plus, je crois que j'ai tiqué avec une belle petite princesse. Célibataire en plus. Une certaine Stéphanie Duval. Elle ressemble un peu à ma mère. Elle a le même prénom qu'elle, mais je crois que cette fois-ci, je vais réussir à garder mon calme. Enfin, si elle rit un peu trop, je l'arracherai qu'une dent. Ça la calmera. Elle comprendra que je n'aime pas qu'on se moque de moi. J'ai arrêté de voir le psy. Mais comme il me l'a conseillé, je continue à écrire mon journal. Ça m'aide vraiment à extraire mon seul passé de mon âme, comme le psy me l'a souvent répété. Je ne suis pas responsable de rien. Enfin, je crois. Affaire. Mademoiselle Duval. Objet. Journal intime nommé Confidence. De sa correction numéro 18. D'aucuns disent que ce texte aurait un lien avec un autre. Il fait jour. Et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que quand il fait jour, il y a de la lumière. Et dans la lumière, il n'existe pas. Le jour, je suis serein. Mais je n'ose pas dormir. De peur que l'endroit où je dors soit plongé dans le noir. Je m'appelle Maxime. J'ai 18 ans en janvier. Et j'habite dans un tour paumé en Gironde. Je ne sais plus trop où en parler, ni à qui en parler. Alors j'ai posté ce message un peu partout où je peux. Je crois avoir tout essayé. C'est un peu mon dernier espoir. J'en ai parlé à mes parents au début. Mon petit frère s'est moqué de moi. Et eux m'ont remonté les bretelles en me disant que j'étais trop vieux pour avoir peur du noir. Que j'étais ridicule et que j'allais effrayer ma petite sœur. Et j'ai tenté d'en parler à mon médecin, qui m'a réorienté vers un psychologue et qui m'a décelé un manque de sommeil entraînant une paranoïa et m'a prescrit des somnifères. Bien sûr, je ne les ai pas pris. Si je dors, je sais très bien qu'ils vont m'avoir. Je vais tenter de tout reprendre depuis le début.
Même si ma mémoire est lourdement altérée par mon manque de sommeil, tout a commencé un soir de mars. Vers 3h du matin, je me suis réveillé. C'est là que je les ai vus. Ils étaient tous là, penchés sur moi, à me regarder. J'ai tenté de hurler, de bouger, mais ils ne se taisaient pas. J'en étais incapable. J'ai passé quelques longues minutes, allongé, immobile, paniqué. Et lorsque dans un sursaut j'ai réussi à me réveiller et à allumer la lumière, ils avaient tous disparu. C'était trop réaliste pour être un rêve. Mais je ne croyais pas que c'est ce que j'avais vécu. Après une recherche sur Google, je trouvais que ce que je pensais, à tort, être normal. La paralysie du sommeil. J'étais bloqué physiologiquement et mon cerveau, à demi dans le rêve, hallucinait. Pas inquiété et même curieux, j'espérais que le phénomène se reproduise prochainement, pour que je puisse voir en détail ce qui le cause. Et le phénomène se reproduit 2 semaines plus tard. Puis encore une semaine, puis 3 jours, et puis tous les jours de la semaine. J'étais mortellement inquiet. J'avais peur d'avoir un problème mental et d'être en train de devenir fou. Mais je ne suis pas fou, même si c'est ce qu'ils disent tous. Je jure. Un soir de fin d'avril, alors que je rentrais chez moi, décidé à prendre ses somnifères pour enfin pouvoir dormir, le bus scolaire a eu un accident et je n'ai pu arriver à la maison qu'à 22h. Sur la porte, un post-it. Nous sommes chez tes grands-parents. Nous rentrons dans la nuit. Je suis rentré, j'ai éparpillé mes affaires et j'ai fait cuire des pâtes. Ou un œuf, je sais plus, mais c'est pas important. D'un coup, dans un grésillement, un fusible a sauté. C'est là que je les ai sentis. Ils étaient là, autour. Ils arrivaient. Et ils n'étaient plus immobiles. Ils me cherchaient. Ils étaient partout. Je pouvais les entendre. Les sentir venir vers moi. Aussitôt, j'ai sorti mon téléphone et j'allumai la puissante lumière. Ils n'étaient plus devant moi, mais je les voyais à la lisière entre la lumière et l'ombre, déambuler, cherchant un moyen de m'atteindre. Je suis descendu au sous-sol et j'ai allumé le courant en changeant le fusible. Ce soir-là, j'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur mon lit, la lumière allumée, la peur au ventre. Je tremblais, suant dans mes draps, serrant mon téléphone comme mon dernier espoir. J'ai bien tenté de les photographier, mais bien sûr on ne les voit pas parce qu'ils sont dans l'ombre. Mais moi qui sait qu'ils sont là. Je les ai vus, je le jure. Le mois de mai a été horrible. Je dormais uniquement en cours ou à l'infirmerie. Chaque soir une traque, j'étais devenu une proie. Plusieurs fois, j'ai manqué de m'endormir et je me suis réveillé aussitôt, paniqué. J'avais toujours sur moi mon téléphone, son chargeur, une dynamo, un briquet et une Maglite. Le jour, j'étais amorphe. Après m'être fait renvoyer de cours plusieurs fois, mes parents ont pris contact avec un centre spécialisé pour m'interner. Si je vais là-bas, je serai confiné dans une cellule molletonnée, plongé dans le noir. Il en sera fini de moi. Ils m'auront. J'ai peur. Trop peur. Ils sont dans chaque ombre, chaque recoin du mur. Ils sont partout. Ils vont m'avoir. J'ai vraiment... J'ai peur. Pour ma vie. J'ai perdu le fil. La lumière a grillé. J'ai sursauté. Je tremble. J'arrive plus à me concentrer sur rien. Ils sont là. Juste derrière la porte du placard. Je les appelle cligner des yeux. De peur que la lumière s'éteigne à ce moment précis. J'ai pris pour trouver une solution. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Pas allez-y. Je veux pas mourir. Je commence à me lasser. J'ai jamais été doué pour les relations sentimentales, mais elle est pas douée non plus. Du moins pas plus douée que moi. Je veux dire, j'essaye de faire des efforts, mais elle s'en fout. Cinéma, restaurant, sortie en ville, on parle tout le temps des mêmes choses et rarement de choses intellectuelles. On n'a pas vraiment de goût en commun, et elle rigole pour un rien. Ça m'insupporte. Vraiment. Et puis je me prive pour elle. Je suis un grand amateur de films d'horreur. Elle déteste ça. Elle dit que ça lui donne des cauchemars. Donc je n'en regarde plus. J'aime les compositeurs classiques. Beethoven, Brahms, Tchaïkovski. Elle ne connaît même pas. Préférence classique One Direction. Mais bon,
Sexuellement, c'est pas le top. Pour pas dire que c'est vraiment pas la joie. C'est excitant au début, c'est vrai, mais on n'a pas les mêmes fantasmes. Elle crie très fort. Je n'aime pas ça du tout. Je suis un naturel discret. Puis je suis obligé de tout faire. Elle prend aucune initiative. Je ne sais même pas si je la fais jouir. Je crois que je vais rompre. C'est le mieux. J'en ai marre de l'emmener. L'emmener à l'école tous les jours. Cette semaine, j'étais en vacances chez mes grands-parents qui habitaient dans un village pas trop loin de chez moi. Un soir, en plein repas, la conversation avait dévié sur un sujet qui a attiré mon attention. Ma grand-mère évoquait une affaire qui avait vu dans la ville, il y a 1 an ou 2. Ça s'était passé dans un quartier très proche, et peu de personnes, par celles concernées, en avaient entendu parler. Pourtant, c'était le cas de ma grand-mère, dont une amie connaissait un couple vivant dans ce quartier. Un jour, un homme s'était plaint d'une odeur étrange qui provenait de la salle de bain. Il avait remarqué que l'odeur émanait de l'eau de la douche et des robinets. Assez vite, il s'était rendu compte qu'il avait le même problème partout dans sa maison. Peu de temps après, plusieurs autres cas ont été signalés dans plusieurs foyers. Une famille s'est même plainte de la couleur, du goût écœurant et de l'odeur nauséabonde de l'eau chez eux. La source du problème a été rapidement identifiée. Il y avait des travaux dans la ville. Il était donc probable que la couleur vienne de la terre. Pourtant, les habitants signalaient toujours des problèmes avec la qualité. Parfois, il y avait quelques petits morceaux mous, comme des bouts de feuilles ou des épluchures quand le maire a commencé à se plaindre à son tour. Une enquête a été ouverte, enfin. Il s'est avéré que le problème ne venait pas des travaux. Elle ne venait pas non plus des tuyaux. Assez récent selon le témoignage du maire. Certains habitants menaçaient de partir si le problème n'était pas réglé au plus vite, malgré le fait que la mairie fournissait l'eau potable en bouteille. L'enquête a continué. La police a décidé d'inspecter le château d'eau qui a alimenté les quartiers touchés par le problème, situé à proximité d'une forêt assez dense. Est-ce qu'elle a découvert était loin de ce que la population avait imaginé? Le port d'accès à l'intérieur avait été forcé, violemment. En pénétrant dans le bâtiment, les policiers ont immédiatement remarqué une odeur désagréable et inquiétante. Le bassin d'eau avait pris une teinte brune, presque rouge, et des petits morceaux étaient visibles à la surface et au fond. En observant plus près, les policiers ont remarqué des corps d'animaux en décomposition. Sans meilleur état présentaient des traces de morsures. Des parties avaient été arrachées sur des cadavres d'écureuils, lapins, renards, voire sangliers, comme s'ils avaient été dévorés. La population a été avertie, mais la police n'a pas insisté sur les traces de morsures, en faisant négligemment attention à des chasseurs, des chiens errants, ou même des loups. Le chef des hommes chargés de l'enquête a pourtant avoué que ce n'était pas possible. La porte n'avait pas pu être ouverte par un animal, même un sanglier. Ce qui avait enfoncé cette porte était beaucoup trop puissant pour être un animal de la forêt, et l'hypothèse des chasseurs a été rapidement écartée. Des rumeurs circulent bientôt parmi les habitants, décrivant principalement des créatures plus ou moins invraisemblables. Même si la plupart des gens sensés ignorent ces ragots, la question de ce qu'a fait ce carnage reste pourtant et toujours en suspens. Vous savez ce qu'est le bruit blanc? Le bruit blanc est un son qui comporte toutes les fréquences du spectre. On retrouve ces bruits blancs à la télé, à la radio. C'est ce fameux son quand, par exemple, vous changez de chaîne sur votre télé et tombez sur une chaîne qui ne capte aucun signal se met en honte. Il y a une forte relation entre le bruit blanc et le paranormal. Il est connu que les chercheurs en paranormal utilisent des enregistrements de bruit blanc pour détecter des voix. C'est le phénomène de voix électronique, PVE. Il y en a énormément sur YouTube. La majorité dans l'origine est discutable. Un film traitant du sujet est sorti en 2005, avec Michael Keaton dans le rôle titre. Le film retrace l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui cherche à établir un contact avec elle. Et pour cela, il a recours à des enregistrements de bruit blanc, par le biais de télévision ou de radio. Un film très hollywoodien, avec des scènes intenses, comme des mains sortant de l'écran pendant l'enregistrement de ces bruits par le protagoniste. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Ce que je veux vous transmettre est une expérience unique avec le paranormal. Il s'agit d'une vidéo de 2 heures, constituée d'un écran noir avec le bruit que tout le monde aime. Ainsi est nommée la vidéo. À la première écoute, il semblerait que ce ne soit qu'un enregistrement de bruit blanc. Peut-être que c'est le cas, peut-être que non. Je préfère vous laisser en juger par vous-même. Il n'est pas nécessaire de visionner la vidéo pendant 2 heures. Apparemment, écouter le son pendant seulement 30 minutes est suffisant pour une expérience complète. Ainsi, pour
Pour arriver à ce but, vous devez vous déconnecter complètement du monde extérieur. Utilisez un casque, c'est obligatoire. Et vous concentrez uniquement sur ce son. Si vous ne vous coupez pas du monde extérieur et continuez vos activités habituelles en écoutant ce son, ce ne sera qu'un simple bruit blanc. Rien d'autre. Vous ne devez pas vous endormir. Ce son est très relaxant avant de devenir très perturbant. Des personnes utilisent le bruit blanc pour des hypnoses, pour soigner les insomnies. Si vous suivez scrupuleusement ces indications, vous pourrez commencer à entendre des choses autres que des sons, des voix, des gens. Mais avant de vous lancer, 2 avertissements. 1. Si vous entendez des chuchotements, écoutez-les attentivement, mais ne suivez pas leurs instructions sous aucun prétexte. Ne suivez aucun ordre, pour peu que vous en entendiez. 2. Et le dernier. Si vous commencez à entendre des cris, quelle que soit leur intensité, coupez immédiatement la vidéo pour votre propre sécurité. Si vous êtes une personne influençable, ne regardez pas cette vidéo, passez votre chemin. Si jamais, malgré tout, vous sautez le pas, c'est à vos risques et périls. Le danger ici est de porter préjudice à vous ou à autrui, ou de libérer quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Maintenant que vous avez été averti, voici la vidéo. Quelques témoignages. Je me souviens avoir écouté ça une fois. J'ai entendu un enfant m'appeler par mon nom. Je suis certain d'avoir entendu des murmures, mais je n'ai pas compris ce que ça disait. Et vous? Qu'avez-vous entendu? Pendant l'hiver 1944, dans les Ardennes, avec les provisions surtaxées, un médecin allemand tomba en cours de plasma sanguin, de bandages et d'antiseptiques. À la suite de tirs de mortier particulièrement efficaces, son campement devint soudainement une mare de sang. Les survivants affirmaient entendre parmi les cris et les ordres aboyés par les lieutenants quelqu'un jubiler comme une petite fille. Le docteur faisait ses consultations pendant les tirs, dans une obscurité quasiment totale, comme il l'avait déjà fait si souvent auparavant. Mais jamais dans le passé il n'avait été à court de matériel. Le bombardement se déplaça à l'autre bout de la ligne. La plupart des hommes tombèrent de sommeil pendant les quelques heures toujours sombres du petit matin. C'était le jour du Nouvel An 1945. Les hommes se réveillèrent au premier rayon du soleil avec des cris et découvrirent que leurs bandages n'étaient pas des bandages normaux, mais des tendons et des bandes de chair humaine. Plusieurs hommes s'étaient fait transfuser du sang frais alors que les réserves de sang étaient à sec. Tous les hommes soignés étaient rentrés de tête aux pieds de sang Bordeaux. Le chirurgien fut trouvé assis sur des caisses de munitions, fixant le ciel. Quand un homme s'approchant de lui tapa sur son épaule, sa tunique tomba, révélant que sa peau, ses muscles et ses tendons avaient été arrachés sur son torse. Son corps était presque totalement exsangue. Dans une de ses mains, il avait un scalpel, et dans l'autre, une poche de sang pour transfusion. Aucun des hommes ayant profité de soins cette nuit-là dans le camp ne vit la fin du juillet 1945.